L'argent des autres par Émile Gaboriau. Partie 10 du livre audio. Chapitre 9 de la partie 2 du roman. Césarine, appela madame de Thaler d'une voix où il y avait à la fois de la prière et de la menace. Je cours m'habiller, maman. Revenez. Pour que tu me grondes si je ne suis pas prête quand tu voudras partir? Je vous ordonne de revenir, Césarine. Pas de réponse. Elle était loin déjà. Madame de Thaler referma la porte du petit salon et s'asseyant près de monsieur de Trégard. « Quelle fille singulière !» fit-elle. Lui suivait dans la glace ce qui se passait de l'autre côté, dans le grand salon. L'homme à mine suspecte y était encore, seul. Un domestique lui avait apporté une plume, de l'encre et du papier, et assis devant un guéridon, d'une main rapide, il écrivait. Comment le laisse-t-on là, seul ? Se demandait Marius. Et il cherchait sur la physionomie de la baronne une réponse au pressentiment confus qui s'agitait en lui. Mais ayant eu le loisir de la réflexion, elle s'était composé un visage impénétrable. Un peu surprise du silence de monsieur de Trégard. « Voilà, dit-elle, le résultat de la faiblesse de monsieur de Thaler, et surtout de la mienne. » Ah. L'homme du salon avait achevé sa lettre, et avec un sourire équivoque, il la relisait. « Croyez, madame, répondit monsieur de Trégard, que j'ai su démêler ce qu'il y avait de forfanterie naïve dans tout ce que me disait Césarine. Et cependant, c'est de vous que lui vient son premier chagrin véritable. »« De moi ?»« Oui, de vous, mon cher marquis, répondit-elle, de vous seul. C'est du jour où vous êtes devenus de nos amis que le caractère de Césarine a changé. » Ayant relu sa lettre, l'homme du grand salon l'avait pliée et glissée dans sa poche, et s'étant levé, il semblait attendre quelque chose. Ses moindres mouvements, M. de Trégard les épiait dans la glace, avec une âpre curiosité. Comme le marquis de Trégard demeurait bouche close, « Vous ne vous êtes donc aperçu de rien ?» demanda-t-elle. « Si je vous disais, moi, que ma pauvre Césarine, hélas, vous aime. » Monsieur de Trégard tressauta. Moins préoccupé du personnage du grand salon, il n'eût certes pas laissé la conversation s'engager ainsi. Il comprit sa faute, et d'un ton glacé, « Vous raillez, madame, fit-il. Et si je disais vrai ? J'en serais au désespoir. Par cette raison que je vous ai dite, que j'aime mademoiselle Gilberte Favoral, et que depuis 3 ans elle est ma fiancée devant Dieu. » Il passa comme une flamme de colère dans les yeux de madame de Thaler. « Et moi, s'écria-t-elle, je vous répéterai que ce mariage est insensé. » Je voudrais qu'il le fût plus encore, pour mieux montrer à Gilberte jusqu'à quel point elle m'est chère. Calme en apparence, la baronne égratignait de ses ongles le satin du fauteuil où elle était assise. « Alors, reprit-elle, votre résolution est prise. »« Irrévocablement. Cependant, là, voyons, entre nous, qui ne sommes plus des enfants. Si monsieur de Thaler doublait la dot de Césarine, s'il la triplait, » Une expression d'insurmontable dégoût contractait l'énergique visage de Marius de Trégard. « Ah, plus un mot, madame !» interrompit-il. Nul espoir ne restait. Madame de Thaler le comprit à son accent. Elle demeura pensive plus d'1 minute, et tout à coup, comme une personne qui prend une résolution définitive, elle sonna. Un valet de pied accourut. « Faites ce que je vous ai dit, » commanda-t-elle. Et dès que le valet se fut retiré, se retournant vers monsieur de Trégard, « Hélas, qui jamais eût pensé que je maudirais le jour où vous êtes entré dans notre maison ?» Mais tandis qu'elle parlait, monsieur de Trégard apercevait dans la glace le résultat de l'ordre qu'elle venait de donner. Le valet de pied entra dans le grand salon, prononça quelques mots, et tout aussitôt l'homme à mine inquiétante campa sur sa tête son chapeau crasseux et sortit. La baronne poursuivait. « Si vos intentions sont à ce point irrévocables, comment êtes-vous ici ? Vous avez trop l'expérience du monde pour n'avoir pas, ce matin, compris le but de ma visite et mes allusions. » Bien heureusement, M. de Trégard était débarrassé des distractions que lui causait la glace. Le moment décisif était venu. Le gain de la partie qu'il jouait
allait peut-être dépendre de son sang-froid. C'est parce que j'ai compris, madame, et mieux que vous ne le supposez, que je suis ici. En vérité, je venais résolu à n'avoir affaire qu'à monsieur de Thaler. Ce qui arrive modifie mes desseins. C'est à vous que je parlerai d'abord. La tranquille assurance de madame de Thaler ne se démentait pas, mais elle se dressa. Sentant venir l'orage, elle voulait être debout, pour lui tenir tête. « C'est bien de l'honneur, fit-elle, avec un sourire ironique. « C'est à vous que je parlerai, reprit-il, parce que, après m'avoir entendu, peut-être jugerez-vous qu'il est de votre intérêt de vous joindre à moi pour obtenir de votre mari ce que j'exige. Mon père, le marquis de Trégard, était riche de plusieurs millions, autrefois. Et cependant, lorsque j'ai eu la douleur de le perdre, il y a 3 ans, il était à ce point ruiné que pour rassurer les scrupules de son honneur et lui faire une mort plus douce, j'ai abandonné à ses créanciers ce que je possédais. Où avait passé la fortune de mon père ? Voilà ce que j'ai voulu savoir. Ah ? Et aujourd'hui, madame, je le sais. C'était une maîtresse femme que madame la baronne de Thaler. Elle avait couru tant d'aventures en sa vie, côtoyé tant de précipices, dissimulé tant d'angoisses, que le danger était comme son élément, et que même à l'instant décisif d'une partie presque désespérée, elle pouvait rester souriante. Il se fût agi d'une autre, qu'elle n'eût pas dit d'un calme plus imperturbable. « Je vous écoute. Ce doit être fort curieux. » Ce n'était pas le moyen de disposer de monsieur de Trégard à l'indulgence. « De tout temps, poursuivit-il, mon père apparut fort insoucieux de ses affaires. Son désordre n'était qu'apparent. Il avait, par exemple, l'habitude de conserver toutes les lettres de quelque importance qu'il recevait, soigneusement classées par année. Et beaucoup portaient en marge une annotation rappelant en peu de mots quelle réponse y avait été faite. « C'est en effet de l'ordre. Ou je ne m'y connais pas, dit la baronne, étouffant à demi un bâillement. Sur le premier moment, je n'attachais à ces lettres aucune importance. Mais plus tard, sous l'empire de certaines circonstances qu'il serait trop long de vous dire, je regrettais mon inertie, et je songeais que peut-être je trouverais dans cette correspondance de quoi dissiper ou justifier certains soupçons qui m'étaient venus. De sorte que vous l'avez lu. Oui, madame, j'ai lu toute cette correspondance, et avec un intérêt que vous allez comprendre. Dans la liasse de 1852, une année où mon père habitait Paris, des lettres attirèrent mon attention. Écrites sur un papier grossier, d'une écriture toute primitive, fourmillant de fautes d'orthographe, elles étaient signées tantôt Phrasy, tantôt Marquise de Javel. Quelques-unes donnaient l'adresse, rue des Bergers, 3, Paris-Grenelle. D'un geste familier, madame de Thaler remontait les épaulettes de sa robe de bal. « Rue des Bergers » ricana-t-elle. « Vous voilà en pleine pastorale. » Ces lettres ne me laissaient aucun doute. Mon père avait rencontré une ouvrière d'une rare beauté. Il s'en était épris, et, tourmenté de la crainte de n'être aimé que pour son argent, il s'était fait passer pour un employé de ministère. « Très touchant, ce petit roman d'amour. »« Roman, peut-être, dit-il. Mais d'argent, alors, et non pas d'amour. Cette Phrasy, cette marquise de Javel, annonce bientôt dans une de ses lettres qu'elle est enceinte. Courant février 1853, elle accouche d'une fille qu'elle confie, écrit-elle, à une de ses parentes dans le Midi, près de Toulouse. Cet événement décida mon père à se découvrir. Moins de 15 jours après la naissance de sa fille, mon père installe sa jolie maîtresse, 87 rue de Bourgogne, sous le nom de Madame Deville. Elle a un appartement, 1500 francs par mois, des domestiques, une voiture. Ce n'étaient plus des marques d'ennui, c'étaient des signes d'impatience que donnait madame de Thaler. Impassible, monsieur de Trégard poursuivait. Libre désormais de se voir chaque jour, mon père et sa maîtresse cessent de s'écrire. Mais madame Deville ne perd pas son temps. En moins de 8 mois, de février à septembre, elle détermine mon père à disposer, en faveur de leur fille, d'une somme de plus de 500 000 francs. En septembre, la correspondance reprend. Madame Deville découvre qu'elle n'est pas heureuse. Et l'avoue dans une lettre dont l'écriture meilleure et l'orthographe moins fantaisiste prouvent qu'elle a pris des leçons.
Elle se plaint de sa situation précaire et gémit de n'être qu'une fille entretenue. L'avenir l'épouvante, elle a soif de considération. Puis, enfin, elle annonce qu'il se présente pour elle un parti inespéré, un galant homme qui, si elle avait seulement 200 000 francs, lui donnerait son nom et reconnaîtrait sa fille. Longtemps mon père hésite. Mais elle le presse si vivement, elle lui démontre si bien que ce mariage assurera le bonheur de leur fille, que mon père se résout au sacrifice. Et dans une note, en marge d'une dernière lettre, il écrit qu'il vient de donner 200 000 francs à Madame de Ville, qu'il ne la reverra plus, et qu'il retourne vivre en Bretagne, où il veut, à force d'économie, réparer la brèche qu'il vient de faire à sa fortune. « Ainsi finissent toutes ces histoires d'amour, » dit Madame de Thaler d'un ton léger. « Pardon, celle-ci n'est pas finie encore. Pendant de longues années, mon père se tint parole et ne quitta pas notre domaine de Trégard. Mais l'ennui le prit à la longue. Il revint à Paris. Chercha-t-il à revoir son ancienne maîtresse ? Je ne le crois pas. Plutôt, sachant son arrivée, elle s'arrangea pour le rencontrer sur son chemin. Il la retrouvait plus séduisante que jamais, et d'après ce qu'elle lui écrivait, riche et considérée, car son mari était devenu un personnage. Elle eût été complètement heureuse, ajoutait-elle, s'il lui eût été possible d'oublier l'homme qu'elle avait tant aimé autrefois, auquel elle devait sa position. J'ai cette lettre. L'écriture élégante, le style et la parfaite correction disent mieux que tout les transformations de la marquise de Javel. Seulement, elle n'est pas signée. La petite ouvrière est devenue prudente. Elle a beaucoup à perdre, elle craint de se compromettre. À 8 jours de là, par un billet laconique qu'on jurerait arraché à la passion, elle supplie mon père de la venir voir chez elle. Il s'y rend. Il y trouve une toute jeune fille qu'il croit être la sienne, et qu'il se met à idolâtrer. Et tout est dit. De nouveau, il retombe sous le charme, il cesse de s'appartenir. Son ancienne maîtresse peut disposer de sa fortune et de sa volonté. Mais le mari s'avise de prendre ombrage des visites de mon père. Dans une lettre, qui est un chef-d'œuvre de diplomatie, la jeune femme expose ses angoisses. « Il a des soupçons », écrit-elle. À quelles extrémités ne se porterait-il pas s'il venait à découvrir la vérité ? Et avec un art infini, elle insinue qu'il est pour mon père un moyen peut-être de justifier sa continuelle présence. Que ne s'associe-t-il avec ce jaloux ? Avec un empressement d'enfant, mon père saisit ce moyen unique. Mais il faut de l'argent. Il vend ses propriétés et annonce partout qu'il a de grandes idées financières et qu'il va décupler sa fortune. Le voilà l'associé du mari de son ancienne maîtresse, lancé dans les spéculations, gérant d'une société. Il croit ses affaires excellentes. Il est persuadé qu'il gagne un argent fou. Pauvre, honnête homme. On lui prouve un matin qu'il est ruiné, et de plus, compromis. Et cela semble si bien la vérité, que j'interviens et que je paye les créanciers. Nous voilà dépouillés, mais l'honneur sauf. À quelques semaines de là, mon père mourait désespéré. Avec cet empressement qui trahit la joie d'échapper enfin à un gêneur, la baronne de Thaler s'était à demi levée. Un regard de M. de Trégard la cloua sur son fauteuil. « Je n'ai pas achevé, dit-il d'un ton rude. De cette correspondance résultait la preuve irrécusable d'une intrigue honteuse, depuis longtemps soupçonnée par un vieil ami, le général comte de Villergré. Il devenait évident que mon père avait été joué, dépouillé. Je n'en étais pas plus avancé. Les lettres ne me livrant ni un nom ni un détail précis, je ne savais qui accuser. » La baronne s'était rassise, et tout en elle semblait dire « Vous êtes chez moi. La civilité a ses exigences. Je vous subis, mais vous abusez. » Il poursuivait. L'impunité des misérables était peut-être assurée, sans un brave homme, commissaire de police aujourd'hui, auquel j'ai rendu un léger service autrefois un soir d'émeute, qu'il était serré de fort près par 5 ou 6 dangereux chenapans. Je lui exposai ma situation, il s'y intéressa, me promit son concours et me traça ma conduite. Madame de Thaler s'agitait sur son fauteuil. « Je vous avouerai, commença-t-elle, que je ne suis pas absolument maîtresse de mon temps. Je suis habillée, comme vous le voyez, et j'ai à sortir. »« Vous sortirez demain. » Et sans se hâter. Armé de l'expérience d'un homme du métier,
Je me rendis à Grenelle, au numéro 3 de la rue des Bergers. J'y rencontrai de vieilles gens qui habitaient la maison depuis 25 ans. Dès mes premières questions, ils échangèrent un regard et se mirent à rire. Ils se souvenaient de la marquise de Javel. C'était, me répondirent-ils, une jeune blanchisseuse très jolie, qui devait son surnom à sa beauté dédaigneuse, à ses idées ambitieuses et aussi à son métier. Par ces vieilles gens, j'ai su que la marquise de Javel s'appelait de son vrai nom Euphrasie Taponnet, qu'elle était de Paris et n'avait pas de parents près de Toulouse. Pour la première fois, madame de Thaler eut un tressaillement, mais ce fut presque imperceptible. De Grenelle, poursuivait monsieur de Trégard. C'est rue de Bourgogne, 87, que je me rendis. Je jouais de bonne heure. La concierge y était la même qu'en 1853. Je lui parlais de madame de Ville. Elle me répondit qu'elle l'avait si peu oubliée qu'elle la reconnaîtrait entre mille. Moyennant 2 louis, cette femme m'apprit tout ce qu'elle savait. Madame de Ville, me dit-elle, avait non pas un amant, mais 2. L'un en titre, qu'elle affichait, qui était le maître et l'officier payeur, l'autre anonyme, qu'elle cachait, qui ne payait pas, lui, bien au contraire. Le premier s'appelait le marquis de Trégard. Du second, le concierge n'avait jamais su que le prénom, Frédéric. J'insistais pour savoir ce qu'était devenue madame de Ville, mais la portière me jura ses grands dieux qu'elle ignorait absolument. Un beau matin, tel qu'une personne qui s'expatrie ou qui veut faire perdre ses traces, madame de Ville avait vendu tout ce qu'elle possédait, et elle était partie n'emportant que ses bijoux et son argent dans un petit sac de cuir. La baronne de Thaler, sous son harnais de bal, faisait bonne contenance. Après l'avoir considéré un moment avec une sorte de curiosité avide, Marius de Trégard reprit. Lorsque je fis part de ces renseignements au commissaire de police, mon ami, il hocha la tête. Il y a 2 ans, dit-il, je vous aurais répondu, nous tenons nos gens, mais nous avons eu la guerre et la commune, et les registres de l'état civil ont été incendiés. Cependant, dès le surlendemain, il me mit en rapport avec un garçon nommé Victor Chupin, qui se mit à battre les quartiers de Grenelle, de Vaugirard et des Invalides. Et ce ne fut pas en vain. Après 8 jours d'investigation, il m'amena une sage-femme demeurant rue de l'Université qui, de tout temps, avait tenu un compte fort exact de ses recettes. Elle m'apporta un petit registre où je lus « Accouchement d'Euphrasie Taponnet, dite la marquise de Javel, une fille, reçue 100 francs. » Cette sage-femme m'apprit qu'elle avait été chargée de présenter l'enfant à la mairie et qu'elle y était déclarée sous les noms d'Euphrasie Césarine Taponnet, née d'Euphrasie Taponnet, blanchisseuse, et d'un père inconnu. Enfin, persuadée que mes démarches avaient pour objet une reconstitution d'état civil, elle mettait à ma disposition et son livre de comptes et son témoignage. L'énergie de la baronne commençait à la trahir. Elle blêmissait sous sa poudre. « Vous devez le comprendre, disait Marius de Trégard. Le témoignage de cette sage-femme, joint aux lettres que je possède, me met à même d'établir devant un tribunal la date exacte de la naissance d'une fille que mon père a eue de sa maîtresse. Ce n'est cependant rien encore. » Victor Chupin reprit ses investigations, dépouilla les registres de mariage de toutes les paroisses de Paris, et dès la semaine suivante, il découvrait à Notre-Dame de Lorette l'acte de mariage de demoiselle Euphrasie Taponnet et de sieur Frédéric de Thaler. Encore qu'elle dût s'attendre à ce nom, la baronne se dressa d'un bloc, livide, l'œil hagard. « C'est faux », commença-t-elle d'une voix étranglée. 5 minutes de réflexion vous prouveront qu'il est inutile de nier, interrompit-il. Sur le livre des baptêmes de cette même église, Victor Chupin a trouvé enregistré le baptême d'une fille du sieur et de la dame de Thaler, fille qui porte les mêmes prénoms que la première, Euphrasie Césarine. « Qu'est-ce que cela prouve ?» dit-elle. « Cela prouve, madame, l'intention bien arrêtée de substituer un enfant à l'autre. Cela prouve qu'on a impudemment trompé mon père, lorsqu'on lui a fait croire que la seconde Césarine était sa fille, la fille en faveur de laquelle, autrefois, il avait disposé de plus de 500 000 francs.
Cela prouve qu'il y a de par le monde une malheureuse que sa mère, la marquise de Javel, devenue la baronne de Thaler, a lâchement abandonnée. » Éperdue de colère et de peur, « Vous avez menti !» s'écria la baronne. Monsieur de Trégard s'inclina. « La preuve que je dis vrai, » fit-il froidement. « Je la trouverai à Louveciennes et à l'Hôtel des Folies, boulevard du Temple, à Paris. » La nuit venait. Un valet de pied entra, apportant des lampes qu'il posa sur la cheminée. Lorsque le valet se retira, la baronne avait pris un parti, avec cette promptitude des gens accoutumés aux situations extrêmes. Elle renonçait à discuter. « Assez d'allusions comme cela, » reprit-elle. « Parlons-nous franc et en face. Que voulez-vous ?»« J'exige beaucoup de choses, » répondit-il. « Encore faut-il spécifier. Eh bien, je réclame d'abord les 500 000 francs dont mon père avait disposé en faveur de sa fille, de la fille que vous avez abandonnée. Je veux de plus la fortune de mon père et la mienne, cette fortune dont monsieur de Thaler, avec votre assistance, nous a dépouillés. » « Est-ce au moins tout ?»« Ce n'est rien encore, » répondit-il. « Il nous reste à nous occuper des affaires de Vincent Favoral. »« Les affaires du caissier de mon mari me regardent donc ? » ?»« Beaucoup, oui, madame. En revenant à Louveciennes, je me suis rendue rue du Cirque, où j'ai parlé à une demoiselle Zélie Cadel. » Il pensait qu'à ce nom, la baronne aurait au moins un tressaillement. Point. « Rue du Cirque, » répéta-t-elle, comme si elle eût fait un prodigieux effort de mémoire. « Zélie Cadel. Décidément, je ne comprends pas. » Mais au coup d'œil que lui jeta monsieur de Trégard, elle dut comprendre qu'elle ne lui arracherait pas aisément les détails qu'il s'était promis de taire. « Je crois au contraire que vous comprenez admirablement. Si vous y tenez, soit. Que demandez-vous pour Favoral ? » ?»« Je demande, non pour Favoral, mais pour les actionnaires, impudemment dupés, les 12 millions qui manquent à la caisse du Crédit Mutuel. » Madame de Thaler éclata de rire. « Rien que cela, fit-elle. « Oui, rien que cela. »« Eh bien, mais il me semble que c'est à monsieur Favoral qu'il faut présenter vos réclamations. Vous avez le droit de courir après. »« C'est inutile. Ce n'est pas lui qui a emporté les millions. »« Qui donc les a ? » ?»« Monsieur le baron de Thaler, sans doute. »« Vous êtes fou, mon pauvre marquis. »« J'ai horreur du scandale, répondit-il, et comme vous le voyez, je cherche à tout arranger sans bruit, entre nous. Mais si je n'obtiens rien ainsi, je m'adresserai aux tribunaux. »« Et des preuves ? » ?»« Soyez tranquille, j'en puis fournir à toutes mes allégations. »« Peut-on les connaître ? » demanda-t-elle. Résolue à lui prouver qu'elle était perdue et qu'elle n'avait plus qu'à se rendre. « Oh, je sais, madame, reprit-il, que vos précautions sont bien prises. Mais voyez plutôt ce qui arrive. Pour votre première fille, celle que vous avez eue quand vous n'étiez encore que la marquise de Javel. L'ayant abandonnée à des maraîchers de Louveciennes, auxquels vous aviez eu la prévoyance de ne pas donner votre nom, vous pensiez en être à tout jamais débarrassé, et lorsque mon père vous retrouvait, après des années de séparation, c'est sans l'ombre d'un soupçon qu'il acceptait comme sienne mademoiselle Césarine. Mais voilà qu'un jour, près de la porte Saint-Martin, votre voiture renverse une servante qui s'en allait dans Paris en quête d'une place. Et il se trouve que cette malheureuse est votre première fille, celle à laquelle mon père, sur vos instances, avait assuré un capital de 500 000 francs. Vous n'eussiez pas laissé votre adresse à un sergent de ville témoin de l'accident, à quelques jours de là, cette malheureuse ne vous aurait pas adressé une touchante supplique où elle vous racontait son histoire. Vous n'avez plus eu de doute, et ne répondant pas, vous espériez que tout serait dit. Non. À quelques mois de là, elle se présentait ici. Monsieur de Thaler l'apercevait, la devinait sous ses haillons, à sa ressemblance avec moi, et aussitôt, dans son trouble, lui donnait tout l'argent qu'il avait sur lui, et recommandait à ses laquais de la chasser, si jamais elle se présentait. Mais de cet instant, c'en était fait de votre sécurité, madame, et de celle de monsieur de Thaler. Aussi, pour la faire disparaître, avez-vous tenté l'impossible. C'est un homme à vous qui essaye de l'entraîner à New York.
Malheureusement pour votre tranquillité, les promesses les plus éblouissantes ne la décident pas à quitter Paris. Vous cherchez autre chose alors, et l'idée vous vient de la signaler à la préfecture de police, au bureau des mœurs. C'est une tentative avortée. Et comme il est des pentes fatales, vous finissez par mettre un couteau aux mains d'un assassin, que vous envoyez, de nuit, au coin d'une ruelle déserte, attendre votre fille. Cette fois encore, elle est miraculeusement préservée. Au lendemain de la Commune, vous la dénoncez. On la jette dans les prisons de Versailles, et sans un ami dévoué, elle serait, à cette heure, au fond de quelque prison centrale. Il s'arrêta, attendant une réponse, une protestation, et madame de Thaler se taisant. « Vous me regardez, madame, reprit-il, et vous vous demandez comment j'ai pu découvrir tout cela. Un mot vous l'expliquera. L'officier de paix qui a sauvé votre fille et qui depuis a veillé sur elle est celui, précisément, auquel il m'a été donné de rendre un service autrefois. Reconnaissez-vous maintenant que j'ai plus de preuves qu'il n'en faut pour m'adresser à la justice ?» Qu'elle le reconnût ou non, elle ne daigna pas discuter. « Après, fit-elle froidement, permettez-moi de n'ajouter plus un mot, madame. Je vous en ai dit assez pour vous mettre à même de juger de la valeur de mes armes. »« Il suffit, prononça-t-elle. Je vais réfléchir, et, demain, je vous rendrai une réponse. Excusez-moi, mais ce n'est pas demain qu'il me faut une réponse. C'est ce soir, à l'instant. »« Mais c'est de la violence, fit-elle d'une voix qui trahissait l'effort qu'elle faisait pour se maîtriser. Elle m'est imposée par les circonstances, madame. Vous seriez moins exigeant si mon mari était là. » Il devait être à portée d'entendre, car brusquement la porte s'ouvrit et il parut sur le seuil. D'un coup d'œil sagace, il examina sa femme, monsieur de Trégard, et d'un ton de cordiale bonhomie. « On n'est donc pas d'accord, ici ?» fit-il. « Heureusement, te voilà !» s'écria la baronne. « Qu'y a-t-il donc ?»« Il y a que monsieur de Trégard abuse odieusement de certaines misères de notre passé. » Monsieur de Thaler riait. « Voilà bien l'exagération des femmes, dit-il. Je vais faire votre paix, mon cher marquis. C'est dans mes attributions de mari. »« Il n'est plus de paix possible, monsieur. »« Il faut que je te parle à l'instant, Frédéric, » interrompit la baronne. « Viens, monsieur de Trégard t'attendra. » Et elle entraîna son mari dans la pièce voisine, non sans adresser à Marius un regard de haine triomphante. La délibération fut courte. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées quand monsieur de Thaler reparut, seul. Il était pâle. « Ma femme m'a tout dit, monsieur. Devais-je m'attendre à cela de vous ? Comment imaginer qu'un jour viendrait où vous regretteriez votre conduite si désintéressée lors de la mort de votre père ? C'est cette conduite qui vous avait valu mon estime, car je vous estimais beaucoup, monsieur, et il me semble vous l'avoir prouvé lorsque monsieur Marcollet vous présenta chez moi. Rappelez-vous l'accueil que je vous fis et mon empressement à ouvrir ma maison. Je savais combien votre situation était précaire. Dès lors, je cherchais un moyen de réparer l'injustice de la fortune à votre égard. » Décidément, monsieur de Thaler se posait en bienfaiteur méconnu. Toujours du même ton paterne. « Ce moyen, je l'avais trouvé. Vous donnez ma fille, avec une dot assez ronde, pour vous permettre de porter brillamment votre nom. Et je pensais que vous aviez pénétré mes intentions. Ainsi donc, je vous croyais mon ami. Et c'est vous qui, au lendemain du malheur qui me frappe, essayez de me porter le coup de grâce. C'est vous qui voudriez m'écraser sous des calomnies. » D'un geste, monsieur de Trégard l'arrêta. « Pour que vous prononciez ce mot de calomnie, il faut que madame de Thaler ne vous ait pas rapporté exactement mes paroles. Ou alors, elle ne vous a pas dit la valeur des preuves que j'ai entre les mains. »« Il n'est guère de famille, reprit le baron, où il ne se trouve quelqu'un de ces secrets douloureux qu'on s'efforce de dérober à la méchanceté du monde. Il en est un dans la mienne. Oui, c'est vrai, ma femme, avant notre mariage, avait eu une fille que la misère l'avait forcée d'abandonner. C'est un grand malheur qui a pesé sur toute notre vie. Ce n'est pas un crime. Mais je vous le déclare, ce fait est tout ce qu'il y a de réel parmi vos accusations. Votre père, dites-vous, a été dupé et dépouillé. De qui vous est venue cette idée ? De Marcollet, sans doute. Un homme taré,
Devenu mon ennemi mortel depuis le jour où, jouant au plus fin avec moi, il ne s'est pas trouvé le plus fin. De Costeclar peut-être, qui ne me pardonne pas de lui avoir refusé ma fille, et qui me hait parce que je sais qu'il a fait défaut, autrefois, et qu'il serait au bagne sans l'excessive indulgence de votre père. Eh bien, Costeclar et Marcollet vous ont trompé. Si le marquis de Trégard s'est ruiné, c'est qu'il avait entrepris un métier qu'il ignorait et qu'il a spéculé à tort et à travers. On perd très vite une fortune sans que les voleurs y soient pour eux rien. Quant à prétendre que j'ai profité des détournements de mon caissier, c'est inepte, et il ne peut y avoir à le soutenir que Jotras et Saint-Pavin, deux mauvais drôles que 10 fois j'ai eu l'occasion d'envoyer en police correctionnelle et qui étaient les complices de Favoral. La justice d'ailleurs est saisie de l'affaire, et je prouverai au grand jour de l'audience, comme je l'ai prouvé dans le cabinet du juge d'instruction, que pour sauver le Crédit Mutuel, j'ai sacrifié plus de la moitié de ma fortune. » Impatienté par ce plaidoyer dont le but manifeste était de l'amener à discuter et à se découvrir. « Concluez, monsieur, interrompit durement monsieur de Trégard. « Conclure est aisé, répondit le baron. Vous allez, m'a dit ma femme, épouser une jeune fille que vous aimez, la fille de mon ancien caissier, qui est d'une exquise beauté, mais qui n'a pas le sou. Il lui faudrait une dot. Jouons cartes sur table. Je suis dans une passe difficile. Vous savez ma situation, et vous voulez l'exploiter. Eh bien, nous pouvons nous entendre. Que diriez-vous si je donnais à mademoiselle Gilberte la dot que je destinais à ma fille ?» Tout le sang de monsieur de Trégard lui sauta à la face. Mais se maîtrisant aussitôt, « Je veux la fortune de mon père. Je veux que vous remettiez dans la caisse du Crédit Mutuel les 12 millions qui y ont été volés. Sinon, je m'adresserai à la justice. »« Avez-vous réfléchi ?» demanda monsieur de Trégard. « J'irai jusqu'à 1500 000 francs, répondit monsieur de Thaler. Et je paye comptant. »« C'est votre dernier mot ? Si je porte plainte, avec les preuves que je puis fournir, vous êtes perdu. »« C'est ce que nous verrons. » Insister eût été puéril. « Soit, nous verrons, dit monsieur de Trégard. » Et il sortit. En remontant dans son fiacre qui l'attendait à la porte de l'hôtel, il se demandait d'où pouvait venir l'assurance du baron de Thaler, et il ne s'était pas trompé dans ses conjectures. Il allait être 8 heures, et Maxence, madame Favoral et Gilberte devaient l'attendre avec une fiévreuse impatience. Mais il n'avait rien pris depuis le matin. Il se fit arrêter devant un des restaurants du boulevard. Il venait de se faire servir à dîner quand, à la table voisine, vint s'asseoir un homme d'un certain âge déjà, mais alerte et vigoureux encore, à tournure militaire, portant moustache et la boutonnière pavoisée d'ordre multicolore. En moins d'un quart d'heure, monsieur de Trégard eut expédié un potage et une tranche de bœuf, et il se hâtait de sortir, lorsque son pied, sans qu'il pût s'expliquer comment, heurta le pied du dîneur voisin. Bien persuadé que la faute ne venait pas de lui, il s'empressa néanmoins de s'excuser. Mais le dîneur se mit à se fâcher tout rouge, et si haut que tout le monde se retournait. Si agacé qu'il fût, Marius renouvela ses excuses. Mais l'autre, pareil à ces poltrons qui croient avoir trouvé plus poltrons qu'eux, s'était dressé et se répandait en injures grossières. Monsieur de Trégard levait le bras pour lui infliger la correction méritée, lorsque soudain se représenta à son esprit la scène du grand salon de l'hôtel de Thaler. Il revit, comme dans la glace, l'homme de mauvaise mine écoutant d'un air inquiet les propositions de madame de Thaler et se mettant ensuite à écrire. Et sans plus réfléchir, saisissant son adversaire à la gorge, il le renversa, les reins sur la table, le maintenant du genou. « Je suis sûr qu'il a la lettre sur lui », disait-il aux gens qui l'entouraient. Et en effet, de la poche de côté du misérable, il tira une lettre qu'il déplia et qu'il se mit à lire à haute voix. « Je vous attends, mon cher commandant. Arrivez vite, car la chose presse. Il s'agit de faire tenir tranquille un monsieur gênant. Ce sera pour vous l'affaire d'un coup d'épée, et pour nous, l'occasion de partager une somme assez ronde. » « Et voilà pourquoi il me provoquait, » ajouta monsieur de Trégard. Deux garçons s'étaient emparés du misérable, qui se débattait furieusement, et on parlait de le livrer au sergent de ville. « À quoi bon ?» fit Marius. « J'ai sa lettre, cela suffit. La police saura bien où le prendre. » Et l'homme ayant été lâché, monsieur de Trégard regagna son fiacre.
Rue Saint-Gilles, commanda-t-il au cocher. Et bon train s'il se peut. 10. Rue Saint-Gilles, les heures se traînaient lentes et mornes. Après le départ de Maxence courant au rendez-vous de M. de Trégard, Madame Favoral et sa fille étaient restées seules avec M. Chapelain et avaient eu à subir le flot de sa colère et de ses interminables doléances. Le plus cruel ennemi des pauvres femmes les eut moins impitoyablement torturées que cet ami dévoué. Il ne leur épargna pas un détail attristant de cette réunion de la rue du 4 septembre d'où ils sortaient. « Ce baron de Thaler, leur disait-il, est bien le plus impudent drôle et le plus habile gredin que j'ai vu en ma vie. Il s'en tirera, vous verrez, les poches pleines. Qu'il ait ou non des complices, Vincent sera le bouc émissaire. Il faut en faire notre deuil. » Et toujours son refrain était « Qui jamais se fût attendu à cela de Vincent? Un ami de 20 ans. 160 000 francs. À qui se fier désormais ?» De grosses larmes roulaient silencieusement le long des joues flétries de Madame Favorale. Enfin, comme midi sonnait, M. Chapelain se retira, en annonçant qu'il reviendrait le lendemain savoir des nouvelles et apporter encore des consolations. « Dieu merci, nous voilà seuls, » dit Gilberte à sa mère. Elles n'eurent pas la paix pour cela. Si grand qu'eût été le bruit du désastre de Vincent Favoral, il n'avait pas éveillé sur le coup tous les gens qui lui avaient confié leurs économies. Tant que dura le jour, il y eut, pendus à la sonnette, des créanciers prévenus tardivement. Puis le papier timbré pleuvait. La vieille portière, qui ne se fut pas dérangée pour une lettre pressée, retrouvait ses jambes de 20 ans pour monter les sommations que les huissiers apportaient par 3 ou 4 à l'heure. Madame Favorale en perdait tout courage. « Quelle honte !» gémissait-elle. « Sera-ce donc toujours ainsi désormais ?» Elle rappelait que le mois d'avril lui avait de tout temps été funeste, et que c'était toujours un samedi qu'elle avait eu ses grands sujets d'affliction. Tels étaient l'affaissement de son esprit et le désordre de sa pensée, qu'elle ne savait plus qu'espérer ni que craindre, et que d'une minute à l'autre, elle souhaitait les choses les plus contradictoires. Elle eût voulu savoir son mari en sûreté à l'étranger, et cependant elle se fût estimée moins malheureuse si elle l'eût su caché près d'elle dans Paris. Il avait eu bien raison, disait-elle, de s'enfuir, et néanmoins elle en était à envier le sort de ces pauvres femmes dont le mari est à Mazas, et qui obtiennent la permission de le visiter plusieurs fois la semaine. Bien autres étaient les pensées de Gilberte. Le malheur qui atteignait sa famille venait d'amener la brusque réalisation de ses espérances. La catastrophe de son père lui avait donné l'occasion d'éprouver l'homme qu'elle aimait et de le trouver supérieur à ce qu'elle eût osé rêver. Le nom de Favoral était à jamais flétri, mais elle allait être la femme de Marius, la marquise de Trégard. « Où est Maxence ?» demandait cependant Madame Favoral. « Où est Monsieur de Trégard ? Comment ne nous ont-ils rien dit de leur démarche ?»« Ils rentreront sans doute pour dîner, » répondait mademoiselle Gilberte. C'était si bien sa conviction qu'elle avait donné des ordres à la servante pour que le dîner fût un peu meilleur que de coutume. Vers 6 heures, un violent coup de sonnette retentit. C'était encore la portière. Elle apportait, cette fois, une assignation qui enjoignait à Madame Favoral d'avoir à se présenter le lendemain à une heure précise devant le juge d'instruction Barban d'Avranchel, en son cabinet au palais de justice. « Que veut de moi ce juge ? Il devrait être défendu d'appeler en témoignage une femme contre son mari, des enfants contre leur père. »« Monsieur de Trégard te dira comment répondre, maman, » dit Gilberte. Mais 7 heures sonnèrent, puis 8 heures, ni Monsieur de Trégard ni Maxence ne paraissaient. L'inquiétude s'emparait de la mère et de la fille, quand enfin, un peu avant 9 heures, elles entendirent des pas dans l'antichambre. Marius de Trégard parut presque aussitôt. Il était pâle, et son visage portait les traces des fatigues de la journée, des soucis qui l'agitaient, et des réflexions que lui avait inspiré la provocation dont il avait failli être dupe l'instant d'avant. « Maxence n'est pas ici ?» demanda-t-il tout d'abord. « Nous ne l'avons pas vu, » répondit Gilberte. Il parut si surpris que Madame Favoral se dressa. « Qu'est-ce encore, mon Dieu ?» s'écria-t-elle.
Rien, madame, dit M. de Trégard, rien qui doive vous inquiéter. Forcé, il y a une couple d'heures de me séparer de Maxence, je lui avais donné rendez-vous ici. S'il n'y est pas, c'est qu'il aura été retenu. Je sais où, et je vous demande la permission d'y courir. Il sortit, en effet, mais Gilberte le suivit dans l'antichambre et lui prenant la main, « Que vous êtes bon, commença-t-elle, et comment vous remercier jamais ? Oh, vous ne me devez pas de remerciements, car il y a dans mon fait plus d'égoïsme que vous ne croyez. C'est ma cause encore plus que la vôtre que je défends. Du reste, tout va bien, ayez confiance. » Et sans vouloir s'expliquer davantage, il reprit sa course. C'est qu'en effet, il croyait bien savoir où retrouver Maxence, à l'hôtel des Folies. Maintenant qu'il avait démasqué ses batteries et engagé la lutte, il ne lui déplaisait pas de se trouver en face de mademoiselle Lucienne. En moins de 5 minutes, il eut atteint le boulevard du Temple. Devant l'étroit couloir des époux Fortin, une douzaine de badauds stationnaient et causaient le nez en l'air. M. de Trégard s'avança, prêtant l'oreille. « C'est un épouvantable accident, » disait l'un. « Une si jolie fille, toute jeune. » M. de Trégard s'adressa à l'un de ces braves bourgeois. « Avez-vous des détails ?» lui demanda-t-il. « Certes, je n'ai pas vu la chose personnellement de mes yeux, mais ma femme l'a vue. C'était terrible. La voiture venait du côté de la Madeleine. Les chevaux étaient emportés et déjà il y avait eu un malheur, place du château d'eau. Une vieille femme avait été renversée. Tout à coup, tenez, là-bas, en face du magasin de jouets, qui est le mien, voilà que la roue de la voiture accroche la roue d'un énorme camion. Et aussitôt, patatras! Le cocher est jeté à terre et aussi la dame qu'il conduisait, qui est une belle jeune fille qui demeure dans cet hôtel. » Plantant là le complaisant narrateur, M. de Trégard se précipita dans l'étroit couloir de l'hôtel des Folies. Et au moment où il arriva dans la cour, il se trouva en présence de Maxence. Blême, la tête nue, les yeux égarés, le pauvre garçon semblait un fou. Apercevant M. de Trégard, « Ah, mon ami !» s'écria-t-il. « Quel malheur ! Lucienne ?»« Morte, peut-être. Le médecin ne répond pas d'elle. Je cours chez le pharmacien faire exécuter une ordonnance. » Il fut interrompu par le commissaire de police, dont la protection avait jusqu'à ce jour préservé Lucienne. Il sortait de la petite pièce du rez-de-chaussée qui servait aux époux Fortin de chambre, de bureau et de salle à manger. À la lueur du bec de gaz qui éclairait la cour, il avait reconnu Marius. Il vint à lui et lui serrant la main. « C'est ma faute, monsieur le marquis. C'est ma faute, car nous étions prévenus. Je savais si bien que l'existence de Lucienne était menacée que chaque fois qu'elle sortait en voiture, c'était un de mes hommes, revêtu d'une livrée de valet de pied, qui montait sur le siège, près du cocher. Aujourd'hui, mon homme avait tant de besogne que je me suis dit, baste, pour une fois. Vous voyez ce qui en est résulté. Ainsi, ce n'est pas un accident ? Non. Le cocher a parlé, sans doute. Non, le misérable a été tué sur le coup. Mais ne restons pas là. Pendant que Maxence va courir chez le médecin, entrons dans le bureau des époux Fortin. Il ne s'y trouvait que le mari, la femme étant en ce moment près de Lucienne. « Faites-moi le plaisir d'aller vous promener un quart d'heure, » lui dit le commissaire de police. « Nous avons à causer, monsieur et moi. » Humblement, le sieur Fortin s'esquiva, et tout aussitôt. « Il est clair, monsieur le marquis, » reprit le commissaire, « qu'un crime a été commis. Écoutez et jugez. » Je sortais de table lorsqu'on est venu me prévenir. J'accours. La voiture gisait en 1000 pièces sur la chaussée. 2 sergents de ville maintenaient les chevaux dont ils s'étaient rendus maîtres. Je m'informe. On m'apprend que Lucienne, relevée par Maxence, a pu se traîner jusqu'à l'hôtel des Folies et que le cocher a été porté chez le pharmacien le plus proche. Tourmenté de vagues soupçons, c'est chez le pharmacien que je me rends en toute hâte. Le cocher était dans l'arrière-boutique, étendu sur un matelas. Sa tête ayant porté contre l'angle du trottoir, il avait le crâne ouvert et venait de rendre le dernier soupir. C'était, en apparence, l'anéantissement de l'espoir que j'avais de m'éclairer en interrogeant cet homme. Cependant, j'ordonne qu'on le fouille. On ne découvre sur lui aucun papier de nature à établir son identité. Mais dans une des poches de son pantalon, on trouve 20 billets de 100 francs soigneusement enveloppés dans un fragment de journal. Monsieur de Trégard avait tressailli. « Quelle révélation !» murmura-t-il. Ce n'était pas aux circonstances actuelles que s'appliquait ce mot, mais le commissaire de police devait s'y méprendre.
Oui, c'était une révélation, reprit-il. Pour moi, ces 2000 francs valaient un aveu. Ils ne pouvaient être que les arts d'un crime. Aussi, sans perdre une minute, je me fais conduire chez Brion. Tout le monde y était sans dessus-dessous, car on venait d'y ramener les chevaux. J'interroge. Le misérable qui venait de mourir n'était pas un cocher de Brion. À 2 heures, lorsque la voiture commandée par M. Van Kloppen avait dû sortir pour venir prendre Lucienne, on avait dû envoyer chercher le cocher et le valet de pied, attardés à boire dans un cabaret voisin, avec un individu qui était venu les voir dans la matinée. Ils étaient un peu avinés, mais pas assez pour qu'il fût imprudent de leur confier des chevaux. Ils étaient donc partis, mais ils n'étaient pas allés fort loin, car un de leurs camarades les avait vus arrêter la voiture devant un marchand de vin et y rejoindre ce même individu avec lequel ils avaient riboté toute la matinée. Et qui n'était autre que l'homme qui est mort. Attendez, ces renseignements obtenus, je me fais indiquer le marchand de vin. J'y cours et je demande le cocher et le valet de pied de Brion. Ils y étaient encore, étendus à terre et dormant. J'essaie de les réveiller, inutile. Un broc d'eau fraîche qu'on leur lance à la face ne leur arrache qu'un grognement inarticulé. Je devine sur le champ ce qu'on leur a fait prendre. J'envoie chercher un médecin et je demande au marchand de vin des explications. Son garçon et sa femme me racontent que vers 2 heures est entré un homme qui a dit être un employé de Brion et qui a commandé de servir 3 verres pour lui et 2 camarades qui vont venir. Ils servent, et l'instant d'après, une voiture s'arrête à la porte, et un cocher et un valet de pied en descendent. Ils étaient pressés et ne voulaient qu'avaler une tournée. Ils en avalent 3, coup sur coup, puis ils font venir 1 litre. Bientôt, l'homme propose une partie. Les autres acceptent, tapant du poing sur la table pour demander du vin bouché. La partie dura bien 20 minutes. Au bout de ce temps, l'homme qui s'est présenté le premier reparaît, disant que ses camarades sont ivres-morts, qu'ils vont manquer leur service et que le patron les chassera certainement. Bien qu'il eût bu autant et même plus que les autres, il avait tout son sang-froid. Persuadés qu'ils ont affaire à un employé de Brion, la femme du marchand de vin et son garçon ne trouvent rien à redire quand le bandit revêt la livrée du cocher endormi, monte sur le siège à sa place et part après avoir dit qu'il reviendra prendre ses camarades dès que son service sera fini. Juste comme je terminais mon interrogatoire, le médecin arrive. Je lui montre mes ivrognes et immédiatement il reconnaît que j'ai deviné juste et que ces hommes ont été endormis avec un narcotique. Une potion qu'il leur administre les tire de leur léthargie. Ils ouvrent les yeux et bientôt sont en état de répondre à mes questions. Ils sont furieux, mais ils ne connaissent pas l'homme. Ils l'ont vu pour la première fois le matin même et ils ignorent jusqu'à son nom. Il n'était plus de doute possible. Ce n'était pas d'un vulgaire accident que venait d'être victime Lucienne, mais d'un crime conçu et exécuté avec une audace inouïe. Maintenant, reprit le commissaire de police, voilà rompu le fil qui nous eût conduits à la vérité. Qui a commandé et payé le crime ? Nous le savons, puisque nous savons à qui le crime profite. Cela ne suffit pas. Il faut plus que des preuves morales. Vivant, ce bandit eût parlé. Sa mort assure l'impunité des misérables dont il était l'instrument. Peut-être, dit M. de Trégard. Et, ce disant, il sortait de sa poche et montrait le billet trouvé dans le portefeuille de Vincent. Je ne conçois rien à votre négligence. Il faudrait en finir avec l'affaire Van Kloppen. Là est le danger. Le commissaire de police n'y jeta qu'un coup d'œil. On ne saurait le contester, murmura-t-il. C'est au crime d'aujourd'hui qu'on traite ses recommandations. Et adressées à Vincent Favoral, elles attestent sa complicité. C'est lui qui s'était chargé d'en finir avec l'affaire Van Kloppen, c'est-à-dire avec Lucienne. C'est lui, j'en mettrai la main au feu, qui a traité avec le faux cocher. Mais qui adressait ses recommandations à Vincent Favoral ? Le savez-vous, monsieur le marquis ? Ils se regardaient, et le même nom leur montait aux lèvres. La baronne de Thaler. Ce nom, cependant, ils ne le prononcèrent pas. Le commissaire de police s'était rapproché du bec de gaz qui éclairait le bureau des époux Fortin, et, chaussant ses lunettes, il examinait le billet avec attention. « Ce billet, déclara-t-il, ne saurait constituer une preuve manifeste, telle qu'il nous la faut pour obtenir d'un juge d'instruction un mandat d'amener. Ce billet est écrit de la main gauche, avec de l'encre ordinaire, sur du papier écolier, tel qu'il s'en trouve partout. » Mais M. de Trégard ne se tenait pas pour battu. « Attendez, interrompit-il.
Et, brièvement, il se mit à raconter sa visite à l'hôtel de Thaler. Il retraça la scène qui avait eu lieu dans le grand salon entre madame de Thaler et un homme de mine suspecte, cette scène dont une glace lui avait livré jusqu'au moindre détail. Le sens en éclatait, désormais plus clair que le jour. Cet homme suspect avait été un des entremetteurs du meurtre, de là le trouble de la baronne quand il lui avait fait passer sa carte, et sa précipitation à le rejoindre. Si elle avait eu un mouvement d'effroi lorsqu'il lui avait adressé la parole, c'est qu'il lui annonçait l'accomplissement du crime. Si elle avait eu ensuite un geste de joie, c'est qu'il lui apprenait que le cocher avait été tué du même coup, et qu'elle se trouvait ainsi débarrassée d'un complice dangereux. Le commissaire de police hochait la tête. « Tout cela est probable, » murmurait-il, « mais ce n'est que probable. » De nouveau, M. de Trégard l'arrêta. « Je n'ai pas terminé, » fit-il. Et il poursuivit plus vite, disant à quel guet-apens il venait d'échapper. Comment, tout à coup, dans un restaurant, il avait été provoqué par un inconnu, comme il s'était précipité sur cet abject drôle et lui avait arraché une lettre accablante et qui ne pouvait laisser de doute sur la mission dont il s'était chargé. Les yeux du commissaire de police étincelaient. « Cette lettre !» s'écria-t-il, « cette lettre !» Et dès qu'il l'eut parcourue, « Ah, cette fois, reprit-il, je crois que nous l'emportons. Enfin, nous tenons un fait positif, une base où asseoir nos accusations. Soyez tranquille, cette lettre va nous livrer le gredin qui vous a provoqué, qui nous livrera l'entremetteur, qui ne manquera pas de nous livrer la baronne de Thaler. Lucienne sera vengée. » Mais il fut interrompu par Maxence, qui rentrait hors d'haleine, tenant à la main les médicaments qu'il était allé chercher. « Ne voulez-vous pas voir Lucienne ?» dit-il, s'adressant à M. de Trégard, bien plus qu'au commissaire de police. Pour toute réponse, ils le suivirent. Lorsque M. de Trégard et le commissaire arrivèrent, la maîtresse de l'hôtel des Folies, Madame Fortin, était accroupie devant la cheminée où elle avait allumé du feu et où elle surveillait une tisane. Entendant des pas, elle se dressa, et le doigt sur les lèvres, « Chut !» fit-elle, « prenez garde de la réveiller. » Précaution inutile. « Je ne dors pas, » fit Lucienne d'une voix faible. « Qui est là ?»« Moi, » répondit Maxence en s'avançant vers le lit. Elle était plus blanche que le drap, et la fièvre donnait à ses yeux un éclat sinistre. « Vous n'êtes pas seul, Maxence, » reprit-elle. « Je suis avec lui, mon enfant, » répondit le commissaire. « Pardon de vous avoir si mal protégé. »« C'est moi qui ai manqué de prudence, » interrompit-elle, « car aujourd'hui, en route, il m'avait semblé m'apercevoir de quelque chose. Ceux qui, depuis tant d'années, s'acharnent après moi doivent être contents. Ils vont être débarrassés de moi. » « Lucienne !» fit douloureusement Maxence. Monsieur de Trégard, à son tour, s'était approché. « Vous vivrez, mademoiselle, vous vivrez pour apprendre à aimer la vie. Vous ne me connaissez pas, ajouta-t-il. Timidement, et comme si elle eût douté de la réalité. « Vous ?» dit-elle. « Le marquis de Trégard ?»« Oui, mademoiselle, votre frère. » Arbitre des événements, Marius de Trégard ne se fut, certainement, ni si vite, ni si complètement découvert. Mais Lucienne était bien la fille du marquis de Trégard. Il en avait acquis la certitude absolue. Il savait que le même sang coulait dans leurs veines. Il le lui dit, et il le lui dit surtout parce qu'il la jugeait en danger et qu'il voulait, si elle venait à mourir, qu'elle eût eu du moins cette joie suprême. Jamais elle n'avait osé rêver un tel bonheur. Tout son sang affleura à ses joues. « Ah, maintenant, oui, je voudrais vivre. » Le commissaire de police, lui aussi, était ému. « Soyez sans inquiétude, mon enfant, » dit-il de sa bonne voix. « Avant 15 jours, vous serez sur pied. Monsieur de Trégard est un fameux médecin. » Cependant, elle avait essayé de se soulever sur ses oreillers, et ce seul mouvement lui avait arraché un cri de douleur. « Voilà ce que c'est que de ne pas vous tenir tranquille, ma chérie, » fit la Fortin d'un ton de gronderie maternelle. « Oubliez-vous donc que le docteur vous a expressément défendu de bouger. » L'hôtesse de l'hôtel des Folies, appelant dans l'embrasure de la fenêtre le commissaire de police, M. de Trégard et Maxence,
Elle se mit à leur expliquer qu'il était fort imprudent de troubler le repos de Lucienne. Son avis était donc qu'on se hâta d'envoyer chercher une garde-malade. C'est d'un regard inquiet et suppliant que Maxence consultait M. de Trégard. Dans ses yeux se lisait la proposition qui lui brûlait les lèvres. Si j'allais chercher Gilberte. Si bas qu'on eût parlé, mademoiselle Lucienne avait entendu. J'ai une amie, dit-elle, qui, certainement, me rendrait ce service. Les autres se rapprochèrent. Quelle amie? Interrogea le commissaire. Vous la connaissez bien, monsieur. C'est cette pauvre fille qui m'avait recueillie chez elle, aux Batignolles, et que vous avez tirée des prisons de Versailles. Savez-vous donc ce qu'elle est devenue? Je le sais depuis hier que j'ai reçu une lettre d'elle. Elle demeure rue du Cirque. Monsieur de Trégard et Maxence avaient tressailli. Comment s'appelle votre amie? Zélie Cadel. C'est à elle seule que nous devons recourir, s'exclama monsieur de Trégard. Et il entraîna le commissaire sur le palier, et là, en 2 mots, il lui expliqua que cette Zélie était précisément la femme qu'il avait trouvée rue du Cirque, dans ce somptueux hôtel où Vincent Favoral, sous le nom de monsieur Vincent, menait, au dire des voisins, un train de prince. Le commissaire de police était confondu. « Ah, vous avez raison 100 fois, déclara-t-il. Cette fille, évidemment, doit connaître le secret de Vincent Favoral. Ce qu'elle ne vous a pas dit à vous, un étranger, elle le dira à Lucienne, son amie. » Le sieur Fortin, qui fut expédié rue du Cirque, partit en maugréant, bien qu'on lui eût donné 100 sous pour sa course et 100 sous pour prendre une voiture. « Et maintenant, dit le commissaire de police à Maxence, nous allons nous retirer. Moi, parce que ma qualité de commissaire effaroucherait madame Cadel, vous, parce qu'étant le fils de Vincent Favoral, vous la gêneriez certainement. » Ils sortirent donc, mais M. de Trégard ne resta pas longtemps seul avec Lucienne. 11 heures sonnaient, lorsque Zélie Cadel entra comme un tourbillon dans la chambre de son amie. « Comment, ma pauvre Lucienne !» s'écria-t-elle. « Tu serais si malade que cela !» Mais elle s'arrêta court. Elle venait de reconnaître M. de Trégard, et d'un ton soupçonneux. « Voilà une rencontre, fit-elle. Vous connaissez Lucienne ? » « Lucienne est ma sœur, madame. » Elle haussa les épaules. « Quelle blague !»« C'est la vérité, » affirma Lucienne. « Je te le jure. » Madame Zélie tombait des nues. « Puisque tu le dis, mais c'est égal, c'est raide. »« C'est même parce que Lucienne est ma sœur, reprit-il, que vous la voyez là, sur ce lit. On a tenté aujourd'hui de l'assassiner. »« Oh !»« C'est sa mère qui a essayé de se défaire d'elle pour s'emparer de la fortune que mon père lui avait léguée. Et il y a tout lieu de croire que le guet-apens a été combiné par Vincent Favoral. »« Ah ça, mais, s'écria-t-elle, c'est une affreuse canaille que le papa Vincent. » Et comme M. de Trégard restait muet, « Ce tantôt, reprit-elle, je ne vous ai pas menti, mais je ne vous ai pas tout dit. Tant pis pour le père Vincent. Primo, il ne m'était rien de rien. Ce n'est pas très flatteur pour moi, mais c'est comme cela. Jamais il ne m'a seulement embrassé le bout du doigt. Il disait qu'il m'aimait, qu'il me respectait encore plus parce que je ressemblais à une fille qu'il avait perdue, et moi qui le croyais dans les commencements. Mais on n'est pas si bête qu'on en a l'air. Il se moquait de moi, et il ne m'avait que pour détourner les soupçons d'une autre femme. »« De quelle femme ? » ?»« Ah, dame, tout ce que je sais, c'est qu'elle est mariée, qu'il en est fou, et qu'elle doit filer avec lui. » « Il n'est donc pas parti ? » Le visage de madame Cadel s'était assombri, et pendant une bonne minute, elle parut hésiter. « Savez-vous, dit-elle enfin, que ma réponse va me coûter gros ? On m'a promis le Pérou, mais je ne le tiens pas. Si je parle, bonsoir, je n'aurai rien. » Monsieur de Trégard ouvrait la bouche pour la rassurer. Elle lui coupa la parole. « Non, fit-elle. Le père Vincent n'est pas parti. Il a monté une comédie pour dépister. À ce qu'il m'a dit, le mari de sa belle. Il a fait filer des tas de bagages à l'étranger, mais il est resté à Paris. Et vous savez où il se cache ? Rue Saint-Lazare, parbleu, dans le logement que j'ai loué il y a 15 jours. » D'une voix que faisait trembler l'émotion d'un succès presque certain. « Consentiriez-vous à m'y conduire ? » demanda M. de Trégard. « Quand vous le voudrez, dès demain. »
11. En sortant de la chambre de Lucienne. « Rien ne me retient plus à l'hôtel des Folies, dit le commissaire à Maxence. Tout ce qui est possible sera fait, et bien fait, par le marquis de Trégard. Je regagne mon logis, et je vous emmène. J'ai de la besogne par-dessus la tête. Vous me donnerez un coup de main. » Il craignait surtout que Maxence, dont la tête était absolument perdue, ne commît quelque imprudence et ne compromît le succès de la mission de M. de Trégard. Une fois dans la cour, il ouvrit la porte de la loge des époux Fortin. « Je rentre chez moi, leur dit le commissaire. Vous ne laissez monter personne. Vous m'entendez bien? Personne d'étranger. »« Nous allons fermer notre porte, » répondirent les hôteliers. « Monsieur le commissaire peut être tranquille. » La plus ardente curiosité flambait dans les petits yeux de la Fortin. « J'ai bien compris tout de suite, » commença-t-elle, « qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. » Mais le commissaire lui coupa la parole. « Je n'ai pas fini. Il se peut que ce soir ou demain, il se présente quelqu'un qui vous demande des nouvelles de Lucienne. Et alors ? Vous répondrez qu'elle est au plus mal, et qu'elle n'a ni prononcé une parole, ni repris connaissance, et que certainement elle ne passera pas la journée. » L'effort que s'imposait la Fortin pour garder le silence donnait mieux que tout la mesure de la frayeur que lui inspirait le commissaire. « Ce n'est pas tout, » poursuivit-il. « Dès que le quelqu'un en question se retirera, vous le suivrez jusqu'à la porte de la rue, et vous le désignerez du doigt, comme cela, à un de mes agents qui se trouvera par hasard sur le boulevard. Et s'il ne s'y trouvait pas, il s'y trouvera, rassurez-vous. » « C'est-à-dire que nous voilà en surveillance, » gémit le sieur Fortin. « Qu'avons-nous fait pour qu'on se défie ainsi de nous ?»« Faites ce que je vous dis, » insista durement le commissaire, « et ne vous occupez pas du reste. Et sur ce, bonne nuit. » Il avait raison de se porter garant de l'exactitude de son agent, car aussitôt qu'il sortit de l'étroit couloir de l'hôtel des Folies, un homme passa près de lui qui, sans paraître s'adresser à lui ni seulement le connaître, dit à demi-voix. « Quoi de nouveau ?»« Rien, répondit-il, sinon que la Fortin a le mot. La souricière est bien tendue, à toi d'ouvrir l'œil. » Et il pressa le pas, toujours suivi de Maxence, qui s'en allait comme un corps sans âme, torturé par les plus effroyables angoisses. Comme le commissaire avait été absent toute la soirée, 4 ou 5 personnes l'attendaient à son bureau pour des affaires courantes. Il les expédia en moins de rien, après quoi, s'adressant à un agent de service. « Ce soir, lui dit-il, vers 9h, dans un des restaurants du boulevard, une rixe a eu lieu. Un consommateur en a provoqué un autre. Vous allez vous rendre dans ce restaurant, vous vous ferez expliquer ce qui s'est passé, et vous me saurez qui est ce provocateur, son nom, sa profession, son domicile. »« Peut-on avoir son signalement ?» demanda l'agent. « C'est un homme d'un certain âge, tournure militaire, grosse moustache, chapeau sur l'oreille. »« Un crâneur, quoi ? Je vois ça d'ici. Allez, je ne me coucherai pas que vous ne soyez de retour. Ah, j'oubliais. Sachez aussi ce qu'on pensait ce soir à la petite bourse de l'affaire du Crédit Mutuel, et ce qu'on disait de l'arrestation du sieur Saint-Pavin, directeur du pilote financier, et d'un banquier nommé Jotra. » L'agent prit ses jambes à son cou, et il n'était pas hors de la maison que le commissaire appela. « Félix !» C'était son secrétaire, un garçon d'une 30aine d'années, ayant les allures d'un ancien séminariste. Il parut aussitôt. « Vous m'appelez, monsieur ?»« Félix, » reprit le commissaire, « je vous ai vu autrefois imiter toutes sortes d'écritures. »« C'est en m'amusant que je faisais cela, monsieur, » balbutia-t-il. « Seriez-vous ici s'il en était autrement ?» fit le commissaire. « Seulement, il s'agit cette fois de me rendre service. » Et tirant de son portefeuille la lettre arrachée par M. de Trégard à l'homme du restaurant, « Examinez-moi cette écriture, » reprit-il, « et dites-moi si vous êtes de force à l'imiter passablement. » Étalant la lettre sous la lampe, en pleine lumière, le secrétaire resta bien 2 minutes à l'étudier avec la minutieuse attention d'un expert. Pas commode du tout, fichue écriture. Pas un trait saillant, pas un signe caractéristique. Ce doit être quelque ancien huissier qui a griffonné cela. En dépit de ses préoccupations, le commissaire souriait. « Vous pourriez bien avoir deviné, » dit-il. « Enfin, je vais essayer, » déclara Félix. Il prit une plume, et après une 12aine de tentatives, « Est-ce cela ?» demanda-t-il en tendant une feuille de papier. Soigneusement, le commissaire compara l'original et la copie. « Ce n'est pas parfait, » murmura-t-il, « mais la nuit, ne faut-il pas risquer quelque chose, d'ailleurs ?»
Reprenez la plume et écrivez de cette même écriture ce que je vais vous dire. » Et après un moment de réflexion, il dicta. « Tout va bien. T. Provoqué. Se bat demain à l'épée. Seulement, notre homme, que je ne quitte pas, refuse de marcher si on ne lui compte pas 2000 francs avant l'affaire. Je ne les ai pas. Remettez-les au porteur qui a l'ordre de vous attendre. » Le commissaire suivait, penché sur l'épaule de son secrétaire, et le dernier mot écrit. « Parfait !» s'écria-t-il. « Vite, l'adresse. Madame la baronne de Thaler, rue de la Pépinière. Maintenant, vous allez vous donner autant que possible la tournure d'un garçon de restaurant et porter cette lettre à son adresse. »« À cette heure ? » ?»« Oui, la baronne de Thaler est en soirée. Vous direz à ses domestiques que vous lui apportez la réponse de l'affaire de tantôt. Ils ne comprendront pas, mais ils vous permettront d'attendre leur maîtresse chez le concierge. Dès qu'elle rentrera, vous lui remettrez la lettre, en disant que la réponse est attendue par 2 messieurs qui soupent dans votre restaurant. Il se peut qu'elle s'écrie qu'elle ne sait pas ce que cela signifie. En ce cas, déguerpissez sans demander votre reste. Mais il y a bien des chances pour qu'elle vous donne les 2000 francs. Et alors, il faudra vous arranger de façon à ce qu'on la voie bien vous les donner. C'est entendu ? Très bien. En route alors, et ne perdez pas une minute. J'attends. Loin de Lucienne, Maxence, peu à peu, avait été rappelé au sentiment de la situation, et c'est avec une curiosité mêlée d'étonnement qu'il regardait agir et s'empresser le commissaire de police, qui retrouvait son activité de 20 ans et cette fièvre d'espoir et cette impatience du succès qu'éteignent les années. « Maintenant que nous voilà seuls, reprit-il, examinons un peu nos pièces de conviction. » Il tira d'un carton la dénonciation qui lui avait été confiée et avait manqué envoyer Lucienne en prison, et il la rapprocha de la lettre arrachée par M. de Trégard à son adversaire. Manifestement, l'écriture était la même. « Ce qui prouve, s'écria le commissaire, que ce n'est d'hier que l'homme suspect du grand salon est l'âme damnée de madame de Thaler. » Le claquement de la porte brusquement ouverte lui coupa la parole. Monsieur de Trégard entrait, tout essoufflé d'avoir couru. « Zélie a parlé, dit-il. Et tout de suite, s'adressant à Maxence. « Vous, mon cher ami, reprit-il, vous allez courir à l'hôtel des Folies. Lucienne serait-elle plus mal ? Non, ce n'est pas de Lucienne qu'il s'agit. Zélie a parlé, mais rien ne nous prouve qu'à la réflexion, elle ne s'en repentira pas. Donc, vous allez rentrer et ne pas la perdre de vue jusqu'au moment où j'irai la prendre demain matin. Si elle voulait sortir, vous l'en empêcheriez. » Le commissaire avait compris l'importance de la précaution. « Et au besoin, je vous autorise à requérir l'agent que j'ai en observation devant l'hôtel des Folies. » Maxence sortit en courant. « Pauvre garçon, » murmura Marius. « Je sais où est son père. Maintenant, qu'allons-nous apprendre ?» Il avait à peine eu le temps de rapporter les renseignements obtenus de madame Cadel lorsque reparut le premier émissaire du commissaire. « Vous avez le nom de l'individu qui a provoqué M. de Trégard ? » C'est un nommé Corvy, dont la réputation est faite dans toutes les tables d'hôtes où on taille un petit bac de santé après le dîner. Je ne connais que lui, c'est un mauvais gars qui se donne pour un ancien officier supérieur de l'armée italienne. Son adresse ? Rue de la Michaudière. J'y suis allé. Le portier m'a répondu que mon homme venait de sortir avec un particulier de mauvaise mine et qu'il devait être à un petit café borgne au coin de la rue. J'y ai couru et, en effet, j'ai vu mes 2 gaillards attablés devant des bocs. Ne nous glisseront-ils pas entre les doigts ? Pas de danger, ils sont bouclés. C'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, s'ils allaient filer, et tout de suite, je suis allé avertir des sergents de ville. Je suis alors revenu m'embusquer près du café. Justement, on le fermait. Mes 2 particuliers sont sortis, je leur ai cherché une querelle d'Allemands, et maintenant, ils sont au poste. Le commissaire fronçait les sourcils. « C'est peut-être beaucoup de zèle, » murmura-t-il. « Enfin, puisque c'est fait. Vous êtes-vous informé de M. Saint-Pavin et du banquier Jautras ? Je n'ai pas eu le temps, il était trop tard. » Comme il finissait, le secrétaire qui avait été envoyé rue de la Pépinière reparut. « Eh bien ?» interrogea le commissaire de police. « J'ai attendu madame de Thaler plus d'1 heure. Quand elle est rentrée, je lui ai remis la lettre. Elle l'a lue et m'a donné les 2000 francs, que voici, en présence de plusieurs domestiques. »
À la vue des billets de banque, le commissaire de police s'était dressé d'un bond. « C'est fini !» s'écria-t-il, de l'accent du triomphe. « Voilà la preuve qui nous manquait !» 12. Il était plus de 4 heures lorsque Marius de Trégard regagna son logis. Il s'était longuement et minutieusement concerté avec le commissaire de police. Il s'était efforcé de prévoir toutes les éventualités, sa conduite était parfaitement tracée, et il emportait cette certitude qu'en ce jour, qui se levait, serait définitivement gagné ou perdu l'étrange partie qu'il jouait. Lorsqu'il arriva chez lui, « Enfin, vous voici, monsieur !» s'écria son fidèle domestique. Un monsieur s'est présenté dans la soirée, monsieur Costeclare, qui a paru très contrarié de ne pas trouver monsieur. Il venait pour une affaire importante et il m'a chargé de prier monsieur de l'attendre demain, c'est-à-dire aujourd'hui, avant midi. Monsieur Costeclare était-il envoyé par monsieur de Thaler ? Le directeur du Crédit Mutuel avait-il réfléchi et se décidait-il à accepter les conditions d'abord refusées ? Il était, en ce cas, trop tard. Il n'était plus au pouvoir de qui que ce fût de suspendre l'action de la justice. Sans plus s'inquiéter de cette visite, « Je suis écrasé de fatigue, » dit M. de Trégard à son domestique, « et je vais me jeter sur mon lit. À 8 heures précises, tu m'éveilleras. » Mais c'est en vain qu'il demanda au sommeil quelques instants de répit. Depuis 48 heures que son esprit restait tendu outre mesure, ses nerfs s'étaient montés à un degré d'exaltation presque intolérable. Dès qu'il fermait les yeux, il revivait tous les événements qui s'étaient succédés depuis cet après-midi de la place Royale où il avait osé avouer son amour à Gilberte. 8 heures sonnèrent. Son domestique entra. « Cours me chercher une voiture » commanda-t-il. Moins de 10 minutes plus tard, il arrivait à l'hôtel des Folies. « Comment va Lucienne » demanda-t-il aux hôteliers. L'intervention du commissaire de police avait rendu le sieur Fortin et son épouse plus doux que miel. « La pauvre fille va beaucoup mieux » répondit la Fortin, « et le médecin, qui sort d'ici, répond d'elle désormais. Seulement, il y a du grabuge là-haut. »« Du grabuge ?»« Oui, cette dame que vous avez envoyée chercher hier soir par mon mari voudrait absolument s'en aller, et M. Maxence la retient, de sorte qu'ils sont en train de se disputer. Écoutez plutôt. » On entendait, en effet, les éclats de voix d'une violente altercation. Monsieur de Trégard s'élança dans l'escalier et, sur le palier du second étage, il trouva Maxence obstinément cramponné à la rampe, tandis que madame Zélie Cadel, plus rouge qu'une pivoine, prétendait le forcer à lui livrer passage et l'accablait des injures les plus salées de son riche répertoire. Apercevant Marius, « Est-ce vous, lui cria-t-elle, qui avez ordonné qu'on me retînt ici malgré moi ? De quel droit ?» L'irrité encore eût été imprudent. « Avouez donc la vérité. Avouez donc que vous vous êtes défié de moi. Vous avez eu tort. Quand j'ai promis, je tiens. Si je voulais rentrer chez moi, c'était pour m'habiller. Puis-je me montrer dans la rue telle que je suis ? » « J'ai une voiture en bas, » dit Marius. « Personne ne nous verra. »« Comme vous voudrez, » fit-elle. Monsieur de Trégard attira Maxence un peu à l'écart et à voix basse. « Vous allez vous rendre rue Saint-Gilles. Et, de ma part, priez votre sœur de vous accompagner. Vous prendrez une voiture fermée, et vous irez attendre rue Saint-Lazare en face du numéro 25. Il se peut que le secours de Gilberte me devienne indispensable. Lucienne ne doit pas rester seule. Demandez à madame Fortin de monter près d'elle. » Et sans attendre une réponse, « Partons, » dit-il à madame Cadel. Ils se mirent en route, mais la verve effrontée de la jeune femme s'était absolument éteinte. Il était clair qu'elle regrettait amèrement de s'être tant engagée et de n'avoir pu s'esquiver au dernier moment. « C'est égal, » commença-t-elle. « Ce n'est pas propre, ce que je fais. »« Vous repentez-vous donc de m'aider à punir les assassins de votre ami ?» dit monsieur de Trégard. « Je sais bien que le père Vincent est une vieille canaille, mais il s'était fié à moi, et je le trahis. »« Vous vous trompez, madame. Me fournir le moyen de parler à monsieur Favoral est si peu le livrer que je ferai tout au monde pour qu'il puisse se soustraire aux recherches de la police et passer à l'étranger. »« Quelle plaisanterie !»« C'est l'exacte vérité. Je vous en donne ma parole. » Elle parut un peu rassurée, et lorsque la voiture tourna rue Saint-Lazare, « Faites arrêter, » dit-elle à monsieur de Trégard. « Pourquoi ? » « Pour que j'achète le déjeuner du père Vincent. »
Il ne peut pas descendre au restaurant, et il a été convenu que je lui porterai à manger. » Les défiances de Marius étaient loin d'être dissipées, et cependant il ne crut pas devoir refuser, se promettant bien de ne pas quitter madame Zélie d'une semelle. Lorsqu'elle eut fini son marché, il entra avec elle dans la maison où elle avait son appartement. Déjà il montait l'escalier, lorsque la portière sortit en courant de sa loge. « Madame !» appelait-elle. « Madame !» Madame Cadel s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Une lettre pour vous. C'est une dame qui l'a apportée il n'y a pas 5 minutes. Vrai, elle avait l'air bien contrariée de ne pas vous rencontrer. Mais elle va repasser. Elle savait que vous deviez venir ce matin. » Monsieur de Trégard lui aussi s'était arrêté. « Comment est cette dame ?» interrogea-t-il. « Tout en noir, avec une voilette épaisse sur la figure. » La portière ayant regagné sa loge, madame Zélie rompit le cachet. La première enveloppe en contenait une autre, sur laquelle elle épela, car elle ne lisait pas très couramment, pour remettre à monsieur Vincent. « On sait qu'il se cache chez moi, » murmura-t-elle abasourdie. « Qui peut le savoir ?»« Qui ?» La femme dont monsieur Favoral tenait si fort à ménager la réputation, quand il vous a installé rue du Cirque. « Vous avez raison, fit-elle. M'a-t-il assez fait poser, le vieux scélérat ? Mais il va me le payer. » Ce qui n'empêche qu'en arrivant à son étage, au moment de glisser la clé dans la serrure. « S'il allait arriver un malheur, gémit-elle. »« Que craignez-vous ?»« Le père Vincent a toutes sortes d'armes. Il m'a juré que le premier qui pénétrait dans l'appartement, il le tuerait. S'il allait tirer sur nous. »« Voulez-vous que je passe le premier ?»« Non, seulement, si vous étiez un bon garçon, vous feriez ce que je vais vous demander. »« Si c'est faisable. »« Voilà. Nous entrons ensemble, seulement vous ne faites aucun bruit. Moi, j'avance seule, j'attire le père Vincent dans la grande pièce, je lui remets ses provisions et la lettre, et je lui prépare à vous recevoir. Vous, pendant ce temps, vous restez dans un grand cabinet vitré, d'où on peut tout voir et tout entendre. Et au bon moment, vlan, vous paraissez. »« Accepté, » fit Marius. « Alors, dit-elle, tout ira bien. La porte du cabinet vitré est à droite en entrant. Marchez doucement, surtout. » Et elle ouvrit. 13. Dans l'antichambre étroite et à demi obscure, 3 portes s'ouvraient. À gauche, celle de la salle à manger. Au milieu, celle d'un salon et d'une chambre à coucher, qui se commandaient. À droite, celle du cabinet vitré. C'est par cette dernière que M. de Trégard se glissa sans bruit. Madame Zélie ne l'avait pas trompé. Il allait tout voir et tout entendre. Il vit la jeune femme y entrer. Elle appela. « Vincent !» L'ancien caissier du Crédit Mutuel parut aussitôt, sortant de la chambre à coucher. Il était changé à ce point que sa femme et ses enfants eussent hésité à le reconnaître. Il avait abattu sa barbe, épilé presque complètement ses épais sourcils et caché ses cheveux plats et rudes sous une perruque brune. À sa redingote de marguillier de campagne, à ses pantalons trop courts et à ses souliers lacés, il avait substitué des bottes vernies, le pantalon à la prussienne, très évasé par le bas, et un de ses vestons à longs poils courts et à larges manches, empruntés par l'élégance française au palefrenier anglais. Il faisait effort pour paraître calme, mais la contraction de ses lèvres trahissait d'horribles angoisses, et son regard avait une étrange mobilité. « Je commençais à craindre que vous ne me fissiez faux bond, » dit-il à madame Zélie. « Il m'a fallu acheter votre déjeuner. »« Et c'est la seule cause de votre retard ?»« La portière aussi m'a retardé. Elle m'a remis une lettre dans laquelle j'en ai trouvé une pour vous, que voici. »« Une lettre ?» s'écria Vincent Favoral. Et se jetant dessus, comme sur une proie, il en arracha l'enveloppe. Mais à peine l'eut-il parcouru. « C'est monstrueux !» reprit-il en froissant le papier entre ses mains crispées. « C'est une trahison infâme !» Un violent coup de sonnette à la porte d'entrée l'interrompit. « Qui peut venir ?» balbutia madame Cadel. « Je le sais, » répondit l'ancien caissier. « Je le sais. Ouvrez vite. » Elle obéit, et une femme se précipita dans le salon, vêtue d'une robe de laine noire. D'un mouvement brusque, elle arracha sa voilette, et M. de Trégard reconnut la baronne de Thaler. « Laissez-nous, » commanda-t-elle à madame Zélie. L'autre en fut révoltée. « De quoi ? Je suis chez moi, ici. »
Sortez, répéta M. Favoral avec un geste menaçant. Sortez. Elle sortit, mais ce fut pour venir se réfugier près de M. de Trégard. Vous entendez comme il me traite lui dit-elle d'une voix sourde. Il ne lui répondit pas. Tout ce qu'il avait d'attention se concentrait sur le salon. La baronne de Thaler et l'ex-caissier du Crédit Mutuel se tenaient debout, l'un devant l'autre, immobiles, se mesurant du regard comme deux adversaires. « Je viens de lire votre lettre », commença enfin Vincent Favoral. « C'est une raillerie, sans doute. »« Non. »« Vous refusez de partir avec moi ?»« Formellement. » « Je n'ai agi comme je l'ai fait que conseillé, poussé, harcelé par vous. Combien de fois m'avez-vous répété que vivre près de votre mari vous était intolérable ? Combien de fois m'avez-vous juré que vous vouliez n'être plus qu'à moi seul, me conjurant de me procurer une grosse somme et de fuir avec vous ? J'étais de bonne foi, alors. J'ai reconnu, au dernier moment, qu'il me serait impossible d'abandonner ainsi mon pays, ma fille. Nous pouvons emmener Césarine. N'insistez pas. Alors, bégaya-t-il, ces larmes, ces prières, ces serments. J'ai réfléchi. Ce n'est pas possible. Si vous disiez vrai, vous ne seriez pas ici. J'y suis. Pour vous faire comprendre qu'il nous faut renoncer à des projets irréalisables. Et tout à coup, s'abattant aux pieds de madame Thaler. Tu mens, reprit-il. Avoue-moi que tu mens et que c'est une dernière épreuve que tu m'imposes. Tu ne m'aurais donc jamais aimé. As-tu donc tout oublié ? Se peut-il que tu ne te souviennes plus de nos soirées divines, de la rue du Cirque, de nos nuits ? Il était épouvantable à voir, et en même temps ridicule. Comme il voulait prendre les mains de madame de Thaler, elle reculait, et il la poursuivit, se traînant sur les genoux. « Où trouverais-tu, continuait-il, un homme qui t'adore comme moi ? Qu'as-tu à me reprocher ? Ne t'ai-je pas sacrifié tout ce qu'un homme peut sacrifier ici-bas ? Fortune, famille, honneur ? Que n'ai-je pas enduré ? Tu me trompais, je le savais, et je me taisais. Tu m'as dit « vole », j'ai volé. Tu m'as dit « tue », j'ai essayé de tuer. L'impatience semblait gagner la baronne. « Cessez, interrompit-elle. Cessez ces démonstrations inutiles et ridicules. » Cette fois, il se redressa comme sous un coup de fouet. « Que voulez-vous donc que je devienne ? » ?»« Fuyez. On n'est jamais embarrassé quand on a, comme vous, 1200 000 francs en or, en billets de banque et en bonne valeur. »« Alors, reprit-il, tout est bien fini ? » ?»« Eh oui. »« Alors je suis joué, comme tous les autres, comme ce pauvre marquis de Trégard que vous aviez rendu fou, lui aussi. Il a du moins sauvé son bonheur, lui, tandis que moi... » Il attendait une réponse, mais elle gardait un dédaigneux silence. « Alors, vous croyez, fit-il avec un rire menaçant, que tout est dit comme cela ? Que pouvez-vous ? Il y a une justice et des juges. Je puis me constituer prisonnier et tout révéler. Ce serait vous jeter bien inutilement dans la gueule du loup. Moi, je n'ai rien à craindre. En êtes-vous bien sûr ? Fiez-vous à moi, fit-elle avec le sourire de la sécurité parfaite. C'est ce que nous allons voir. Et, fermant à double tour la porte du salon qui donnait sur l'antichambre, il mit la clé dans sa poche, et, comme un automate, il disparut dans la chambre à coucher. « Il va chercher une arme !» murmura madame Cadel. C'est ce que Marius avait cru comprendre. « Descendez vite !» dit-il à Zélie. « Dans un fiacre, en face, numéro 25, Gilberte Favoral attend. Qu'elle vienne !» Et, se précipitant dans le salon. « Fuyez !» dit-il à madame de Thaler. Mais elle était comme pétrifiée de cette apparition. « Monsieur de Trégard ? Partez, hâtez-vous !» Et il la poussa dans le cabinet vitré. Il était temps. Vincent Favoral reparaissait sur le seuil de la chambre à coucher. Si c'était une arme qu'il était allé chercher, ce n'était pas celle que supposaient Marius et madame Cadel. C'était une liasse de papier qu'il tenait à la main. Apercevant monsieur de Trégard et non plus madame de Thaler, un cri de terreur s'étouffa dans sa gorge. « Ah, la misérable !» bégaya-t-il. « Elle m'a livré, je suis perdu. »« Non, vous n'êtes pas livré. »
Rassemblant tout ce qui lui restait d'énergie, l'ancien caissier du Crédit Mutuel fit quelques pas en avant. « Qui donc êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis le fils de ce malheureux marquis de Trégard dont vous parliez. Je suis le frère de Lucienne. » Tel un homme qui reçoit un coup de massue, Vincent Favoral s'affaissa lourdement sur une chaise. « Il sait tout » gémit-il. « Oui, tout. Vous devez me haïr mortellement. Je vous plains. » L'ancien caissier en était à cet instant où toutes les facultés exaltées à un degré insoutenable défaillent. Le visage entre les mains, en une seconde, il revit son existence tout entière. « Et cependant, je n'avais pas l'âme d'un scélérat. Je voulais m'enrichir, mais honnêtement, par mon travail et à force de privation. » Il s'interrompit, secoua la tête, et tout à coup. « Connaissez-vous le baron de Thaler ?» Et sans attendre la réponse de Marius. « C'est un Allemand, continua-t-il, un Prussien. Son père était cocher de fiacre à Berlin et sa mère servait dans les brasseries. À 18 ans, une escroquerie le força de s'expatrier, et c'est en France qu'il vint s'établir, à Paris. Vous semblez ne rien ignorer des événements qui devaient causer la perte de votre père, l'abandon de votre sœur. Votre père avait été une première fois grugé quand Thaler prit le titre de baron. Ses premières spéculations ne furent pas heureuses. La Révolution acheva de le ruiner. Et il allait être exécuté à la bourse quand il me trouva sur son chemin, moi, pauvre imbécile, qui m'en allais de tous côtés, demandant comment placer avantageusement mes 150 000 francs. Sur le moment, M. de Thaler m'éblouit. Ses amis, Saint-Pavin et les banquiers Jotrat le proclamaient l'homme le plus fort et le plus honnête de France. Je n'aurais cependant pas lâché mon argent sans la baronne. La première fois que je lui fus présenté et qu'elle arrêta sur moi ses grands yeux noirs, je me sentis remué jusqu'au fond de l'âme. Pour la revoir, je l'invitai avec son mari et les amis de son mari à dîner chez moi, entre ma femme et mes enfants. Elle vint. Son mari me fit signer tout ce qu'il voulut, mais en me quittant, elle me serra la main. Il en frissonnait encore, le malheureux. Le lendemain, je remis à Thaler tout ce que je possédais et, en échange, il me donna la place de caissier du Crédit Mutuel qu'il venait de fonder. Il me traitait en subalterne, mais j'en riais. La baronne m'avait permis de la revoir, et presque toutes les après-midi, je la rencontrais aux Tuileries. J'avais osé lui dire que je l'aimais éperdument, si bien qu'un soir, elle consentit à accepter, pour le surlendemain, un rendez-vous dans un appartement que j'avais loué. La veille de ce premier rendez-vous, le baron de Thaler me demanda de l'aider, au moyen de certaines irrégularités d'écriture, à masquer un déficit provenant de fausses spéculations. Comment refuser à l'homme que je m'apprêtais à tromper ? Je fis ce qu'il voulait. Le lendemain, madame de Thaler était ma maîtresse, et j'étais perdu. De ce jour, poursuivit-il, commença pour moi le supplice de la double existence que j'ai soutenue pendant des années. Ainsi le voulait ma maîtresse. Mais j'aurais payé de mon sang et du sang des miens ses baisers et ses caresses. De nouveau, M. de Thaler m'avait demandé d'altérer mes écritures, et je l'avais fait sans hésiter. Bientôt, ce fut pour mon compte que je les altérai. J'avais donné à ma maîtresse tout ce que je possédais, et elle était insatiable. Il lui fallait de l'argent, toujours, à flot. Elle avait voulu un hôtel pour nos rendez-vous, et j'en avais acheté un, rue du Cirque. Si bien qu'entre les exigences du mari et celles de la femme, je devenais fou. Je puisais à ma caisse comme à une mine inépuisable. J'ai tout sacrifié à cette femme qui, aujourd'hui, me trahit, m'abandonne. Je lui sacrifierai aussi ma vie. Il tira à demi de sa poche et montra à Marius un revolver. Je me tuerai avant que l'on m'arrête. Tout ce qui est arrivé a été inspiré par elle. Elle m'a soufflé l'ignoble comédie que j'ai jouée pour endosser la responsabilité de tout. Monsieur de Thaler a eu des millions, pour sa part. Je n'ai eu, moi, que 1200 000 francs. Il se dressa et brandissant les lettres qu'il était allé chercher. « Mais tout n'est pas dit !» s'écria-t-il. « J'ai là les preuves de l'escroquerie dont le mari de Trégard a été dupe. J'ai la preuve de la comédie jouée par Monsieur de Thaler et par moi pour dépouiller les actionnaires du Crédit Mutuel. »« Qu'espérez-vous » interrogea Marius. Il riait d'un air stupide. « Moi, je vais me cacher dans Paris et écrire à la baronne de venir. Elle me cède 1200 000 francs, elle viendra. Elle reviendra tant que j'aurai de l'argent, et quand je n'en aurai plus... » Mais il s'interrompit,
se rejetant en arrière, les bras étendus comme pour écarter une terrifiante apparition. Gilberte entrait. « Ma fille, Gilberte !» « La marquise de Trégard », prononça Marius. Une indicible expression de terreur et d'angoisse convulsait les traits de Vincent Favoral. « Que voulez-vous de moi ?» balbutia-t-il. « L'argent que vous avez volé, mon père, » répondit la jeune fille. « Les 1200 000 francs que vous avez ici. Puis les preuves que vous possédez. Et enfin, vos armes. » Il tremblait de tous ses membres. « Me prendre mon argent, c'est me livrer. Veux-tu me voir au bagne ?»« Le déshonneur en rejaillirait sur vos enfants, monsieur, » dit monsieur de Trégard. « Nous ferons tout, au contraire, pour vous soustraire aux recherches de la police. » « Eh bien, alors oui. Mais demain, il faut que j'écrive à Euphrasie, que je la voie. »« Vous avez perdu la raison, mon père, » reprit Gilberte. « Faites ce que je vous demande. » Il se redressa de toute sa hauteur. « Et si je ne voulais pas ?» Mais ce fut le dernier éclair de sa volonté brisée. Il céda. L'argent, les preuves et ses armes. Il remit tout à sa fille. Et lorsqu'elle se retira au bras de monsieur de Trégard, « Envoie-moi ta mère, supplia-t-il. Elle me comprendra, elle. Qu'elle vienne vite. Je ne peux pas rester seule. » 14. C'est avec une hâte convulsive que la baronne de Thaler franchit la distance qui sépare la rue Saint-Lazare de la rue de la Pépinière. La soudaine intervention de monsieur de Trégard confondait toutes ses idées. Les plus sinistres pressentiments tressaillaient en elle. Dans la cour de son hôtel, tous ses domestiques réunis en groupe causaient. Ils ne daignèrent pas se déranger quand elle passa, et même elle put surprendre des sourires et des ricanements ironiques. Elle en reçut un coup terrible. Que se passait-il ? Dans le vestibule, un homme était assis. C'était ce même homme que Marius de Trégard avait aperçu dans le grand salon, en mystérieuse conférence avec la baronne. « Fâcheuse nouvelle, » dit-il d'un air piteux. « Quoi ? Elle n'est que blessée. Elle en reviendra. »« Il s'agit bien de Lucienne ? Monsieur de Trégard... » ?»« Oh, lui, c'est un fin merle. Au lieu de répondre à la provocation de notre homme, il lui a pris le billet que je lui écrivais. » Madame de Thaler eut un soubresaut. « Alors, interrogea-t-elle, que signifie votre lettre de cette nuit où vous me disiez de remettre 2000 francs au porteur ?» L'homme devint tout pâle. « Vous avez reçu une lettre ?» balbutia-t-il. « Cette nuit ? De moi ?»« Oui, de vous, et j'ai donné l'argent. »« Je comprends tout, » s'écria-t-il. « On voulait des preuves. On a imité mon écriture, et vous avez donné dans le panneau. Voilà donc pourquoi j'ai été consigné au poste cette nuit. Et si on m'a relâché ce matin, c'était pour savoir où j'irais. Je suis suivi, on me file. Nous sommes flambés, madame la baronne, sauf qui peut. » Et il s'élança dehors. De plus en plus troublée, madame de Thaler gagna le premier étage. Dans le petit salon bouton d'or l'attendaient le baron de Thaler et sa fille. Allongée sur un fauteuil, les jambes croisées, Césarine suivait d'un air curieux et narquois son père qui, blême, se promenait de long en large. Dès que la baronne parut, « Ça va mal, lui dit son mari. Notre partie est diablement compromise. »« Vous croyez ? » ?»« Je n'en suis que trop sûr. Un coup si bien monté. Mais tout est contre nous. Devant le juge d'instruction, Jautras s'est bien tenu. Mais Saint-Pavin a parlé. Sur ces dénonciations, Costeclare a été arrêté ce matin. Et Costeclare sait tout, puisqu'il a été votre confident, celui de Vincent Favoral et le mien. Comment paraît ce coup ? D'un coup d'œil plus sûr que celui de son mari, madame de Thaler mesurait la situation. « N'essayez pas de parer, fit-elle. Ce serait inutile, parce que monsieur de Trégard a retrouvé Vincent Favoral. » Le baron eut un geste terrible. « Ah !» s'écria-t-il, « je l'avais bien dit que cet imbécile de Favoral nous perdrait. » Vous était-il si difficile d'accepter les conditions de monsieur de Trégard ? C'est vous qui n'avez pas voulu. Est-ce moi aussi qui tenais tant à me débarrasser de Lucienne ? Il y avait des années que Césarine n'avait paru s'amuser autant, et à demi-voix, elle chantonnait l'air fameux de la perle de Pontoise. Touchant accord, heureux ménage. Mais à quoi bon récriminer ?
reprit madame de Thaler. Il s'agit de prendre un parti. Sans doute, mais lequel? De toute façon, il va falloir restituer les 500 000 francs de Lucienne, et peut-être 2 millions de la fortune du marquis de Trégard. J'ai bien eu la prévoyance de mettre à l'abri les fonds du dernier coup de filet, mais on peut les retrouver. Le temps presse. Et, je le sens bien, mais que faire? Filer? On obtiendrait mon extradition. Rester? Ce serait peut-être encore le plus sage. En somme, je n'ai pas fait de faux pas, moi. Pourquoi serais-je poursuivi? Pour escroquerie? Pour manœuvre frauduleuse? Ce serait 5 ans, au maximum. On ne meurt pas de 5 ans de prison. Si on ne met pas la main sur mes capitaux, je serai encore 10 fois millionnaire, mon temps fini. Si on les découvre, eh bien, il me restera encore notre fortune personnelle pour recommencer les affaires. Mais la baronne pinçait les lèvres. « De quelle fortune voulez-vous parler ?» fit-elle. « De la mienne ?» N'est-elle pas mienne aussi? Aviez-vous le million de dot que je vous ai reconnu? N'est-ce pas de mon argent que j'ai placé sous votre nom 12 ou 15 000 francs? Nous sommes séparés de biens, c'est autant de sauver. Elle hochait la tête. Ne comptez pas sur cet argent, prononça-t-elle. Je l'ai bien gagné. Il est à moi. Je le garde. Quoi? Balbutia-t-il. Vous ne me donneriez pas... Pas un sou, mon cher, pas un centime. Les traits décomposés par une épouvantable colère, l'œil injecté de sang et l'écume à la bouche. Ah! Misérable! C'est à moi que tu prétends refuser ce qui est à moi? Césarine ne riait plus. Pas de bêtises, fit-elle, mais la baronne ricanait d'un air de défi. Tu me crois donc aussi lâche que tes amants? Clamait le baron. Aussi stupide que Trégard? Aussi ridicule que Favoral? Ici même, à l'instant, tu vas me signer un abandon en règle. Il avançait pour la saisir. Elle reculait, le sachant peut-être capable de tout, lorsque, brutalement, on frappa à la porte. « Au nom de la loi !» C'était un commissaire de police, avec 2 mandats d'amener, l'un contre le baron, l'autre contre la baronne de Thaler. Et pendant qu'entouré d'agents, il montait dans un fiacre, « Orpheline de père et de mère », murmurait Césarine. « Me voilà libre. On va pouvoir rire un peu. » À cette heure-là même, M. de Trégard et Gilberte arrivaient rue Saint-Gilles. En apprenant que son mari était retrouvé, « Je veux le voir !» s'écria madame Favoral. Et quoi qu'on pût lui dire, jetant un châle sur ses épaules, elle partit avec Gilberte. Lorsqu'elles pénétrèrent dans l'appartement de Zélie, dont elles avaient reçu une clé, elles aperçurent dans le salon, leur tournant le dos, Vincent Favoral assis à une table, le haut du corps penché en avant et semblant écrire. Madame Favoral s'approcha, et par-dessus l'épaule de son mari, elle lut la lettre qu'il venait de commencer. « Euphrasie, ma maîtresse bien-aimée, me pardonneras-tu? L'argent que je gardais pour toi, ma chérie, les preuves qui vont accabler ton mari, on m'a tout pris, lâchement, de force, et c'est ma fille. » Il en était resté là. Étonnée de son immobilité, madame Favoral appela. « Vincent !» Il ne répondit pas. Elle le poussa du doigt. Il roula à terre. Il était mort. 3 mois plus tard, se déroulait devant la 6e chambre l'affaire du Crédit Mutuel. Le scandale fut grand, mais la curiosité publique fut désappointée. Ainsi que dans presque tous ces procès financiers, la justice, tout en constatant les plus audacieuses filouteries, n'avait pas su en démêler le secret. Elle sut du moins étendre la main sur tout ce qu'avait espéré mettre à l'abri le baron de Thaler, lequel fut condamné à 5 ans de prison. M. Costeclard en fut quitte pour 3 ans, et M. Jautras pour 2 ans. M. Saint-Pavin fut acquitté. Poursuivie pour tentative de meurtre, l'ancienne marquise de Javel, la baronne de Thaler, fut relâchée faute de preuves suffisantes, mais impliquée dans le procès de son mari, elle était aux 3/4 ruinée et vécut avec sa fille, dont on annonça les débuts au bouffe et au délaissement comique. Déjà, avant cette époque, Lucienne, complètement rétablie, avait épousé Maxence Favoral. Des 500 000 francs qui lui furent restitués, elle consacra 300 000 francs à payer des dettes de son beau-père, et avec le reste, elle décida son mari à s'expatrier.
Paris leur était devenu odieux à l'un et à l'autre. C'est au château de Trégard, à 3 lieues de Quimper, que Marius et Gilberte, devenus marquises de Trégard, allèrent se fixer, suivis dans leur retraite par madame veuve Favoral et le comte de Villergré. La plus notable partie de la fortune de son père, Marius l'employa à désintéresser tous les créanciers personnels de l'ancien caissier de Crédit Mutuel. Il ne resta guère plus au marquis et à la marquise de Trégard qu'une 20 000 livres de rente, et s'il les perdait jamais, ce ne serait pas à la bourse. Fin. Merci pour votre écoute de ce roman. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt